de venir, je dirais pas confronter, de venir discuter avec nos amis fédéralistes. Donc, comme l'a dit Samir, en fait, on va peut-être envisager trois moments. En fait, nous sommes là pour comprendre le défi migratoire, en quoi les politiques européennes devraient s'améliorer, etc. Donc le premier moment, ça va être de réfléchir sur les chiffres, en fait, où on en est au niveau européen, au niveau mondial, en matière de déplacement des personnes et des migrations. Le second, ça sera ce qui est très important, les politiques d'insertion. Et là, Pierre-Henri connaît parfaitement tout ça, bien sûr. Et ensuite, on va réfléchir ensemble sur les possibilités d'amélioration, ou non, je ne sais pas, des politiques européennes dans ce domaine qui est quand même important. On en parle moins en ce moment des migrations, etc., parce qu'il y a la Covid, mais ça va certainement revenir notamment au niveau politique. Alors, le premier domaine, c'est quelle est l'ampleur réelle des migrations pour l'Europe. Il y a forcément des chiffres, des données, il y a des informations contradictoires. Moi, je dirais simplement que dans l'histoire, les déplacements de population, ils ont toujours existé. Oui. En fait, l'Europe a été une terre de migration. On se souvient des Italiens, des Irlandais vers les États-Unis d'Amérique, etc. Il y a aussi un problème peut-être de vocabulaire, parce que j'ai l'impression qu'on confond souvent migrants, réfugiés, etc. Donc il faudra bien préciser pour savoir de quoi nous parlons. Alors on parle de crise migratoire, est-ce que c'est une crise réelle, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est, il faudra réfléchir là-dessus. En fait, c'est depuis 10 ans. C'était surtout l'Italie qui était sur le front. Il y a 10 ans, plus ou moins jour pour jour, c'était le moment où il y avait pas mal d'Albanais qui arrivaient en Italie, et un mouvement de panique. Et il y a eu, il y a eu un pic, en fait, en 2015. Et je dois dire que nous, Européens, on ne doit pas être forcément fiers parce qu'on a laissé peut-être un peu l'Italie se débrouiller toute seule. Mais la politique d'immigration n'était pas suffisamment consolidée. Bon, et Pierre-Henri va nous expliquer les chiffres. Moi, je rappelle que nous sommes 450 millions d'Européens, oui. Et j'ai vu des chiffres, mais je ne sais pas s'ils sont valables, mais je crois que si, que les entrées de migrants, etc., c'était entre 700 000 et 1,5 million de personnes. Donc, ce n'est pas extraordinaire, mais ça pose effectivement des problèmes. Pierre, si vous voulez. D'abord, merci de cette invitation. Merci aux fédéralistes d'organiser ce débat complexe et qui, au fil des années, est toujours une question qui clive beaucoup dans l'ensemble des sociétés européennes. À dire vrai, quand on parle d'immigration, et depuis plus d'un siècle, il y a systématiquement une question identitaire qui vient se projeter dans ce débat, ce qui le rend évidemment assez complexe, assez difficile à maîtriser sur le plan politique et à éviter une certaine instrumentalisation. Alors moi, quand je parle d'immigration, j'essaie toujours de resituer ça, la thématique, dans un contexte global. Et je voudrais simplement vous inviter immédiatement à prendre un tout petit peu de distance, à vous situer dans les années 60. Vous avez un certain nombre de jeunes gens qui meurent en Algérie. Youri Gagarin s'envole pour l'espace. Dutronc, quelques années plus tard, mais en tout cas c'est dans la décennie 60, chante 700 millions de Chinois et moi. L'ORTF règne en maître. On a la télé en noir et blanc. À ce moment-là, la télévision, c'est encore à peu près 7 mois de salaire d'un ouvrier. Et nous sommes 3 milliards.
nous sommes 3 milliards, nous sommes en 1960. Projetons-nous un petit peu plus tard, presque 50 ans, 2008. Vous avez 300 à 600 chaînes de télévision qui sont disponibles dans nos salons et nous pensons que le monde est à portée de main. Il y a belle lurette que la Lune a été atteinte et puis délaissée, et d'autres jeunes gens meurent, mais cette fois en Irak, et nous sommes 6 milliards et demi. Et puis, arrivons en 2021, nous recevons des images de Mars, nous parlons de l'homme augmenté, c'est-à-dire que nous nous promenons tous avec nos prothèses attachées là à la patte, et nous sommes dans une révolution numérique globale. Simplement, nous sommes 7 milliards et demi. Et je pourrais poursuivre comme ça. Évidemment, en 60 ans, les différences démographiques entre pays n'ont jamais été aussi marquées. L'Afrique en 2021 compte 1,2 milliard d'individus. Alors, quand je dis tout cela, en même temps, je vais vous situer les migrations au sens international, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un migrant international? C'est quelqu'un qui va franchir les frontières de son État d'origine et qui va aller s'installer ailleurs pour au moins une période d'1 an. Eh bien, en pourcentage de la population mondiale, le pourcentage n'a pas varié, ou quasiment pas, entre les années 80 et maintenant. C'est-à-dire que nous sommes toujours aux alentours de 3,4, 3,5% de la population mondiale qui migre. Mais bien évidemment, comme la population mondiale a augmenté, les flux eux-mêmes ont augmenté. Mais en termes de pourcentage, très important de le rappeler, ça reste quelque chose de très maîtrisé. D'autant plus que cette question des migrations, tout le monde ne migre pas vers le nord. Il y a des migrations sud-sud, il y a des migrations est-ouest, et en gros, vous avez un peu plus d'un tiers des migrations qui vont partir du continent africain ou de l'Asie vers l'Europe. Le reste des migrations reste des migrations internes. Donc, faut avoir cela en tête, et quand on va parler, nous aborderons tout à l'heure les questions européennes, évidemment les politiques européennes. Bien, l'Europe n'est ni une passoire ni une forteresse. Aujourd'hui, l'Union européenne, à 27, compte un peu plus, alors ça dépend des outils statistiques dont on dispose, mais en gros entre 25 et 30 millions de non-européens qui résident régulièrement sur le territoire européen. Donc voilà, la proportion, elle s'établit par rapport évidemment au nombre d'habitants. Aujourd'hui, alors 500 millions avec plus de 500 millions avec la Grande-Bretagne, mais aujourd'hui 450 millions, comme le rappelait Michel tout à l'heure. Quand on parle de migration et quand on parle des flux, je vais le faire, mais tout de suite, faut avoir en tête que les chiffres ne disent pas tout, évidemment.
cela étant, si je prends le cas de la France, euh, les flux annuels peuvent être considérés comme étant importants, les flux annuels réguliers. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui fait polémique sur l'arc démocratique. Quand le Rassemblement national parle d'immigration, son leader va nous dire immédiatement qu'en 10 ans, c'est plus de 2 500 000 personnes qui sont non européennes, qui sont rentrées sur le territoire national. Sauf que, d'une certaine façon, ces flux, c'est un peu un mot valise. Il faut aller regarder, il faut aller l'ouvrir, la valise de l'immigration, pour regarder précisément ce qu'il y a dedans. Quand en 2019, vous avez 274 000 personnes non européennes qui rentrent sur le territoire national, il se trouve que vous avez par exemple 90 000 étudiants et que ces étudiants représentent un marché, que les universités, les grandes écoles se disputent. C'est un marché international. Nous sommes en compétition et normalement, nous faisons tout pour attirer un certain nombre d'étudiants. Donc, ces 90 000 personnes, normalement, font consensus sur un large spectre démocratique, de droite et de gauche. Tout le monde va dire, ben oui, bien sûr, nous avons besoin d'étudiants internationaux. Et vous pouvez continuer comme ça à ouvrir la valise de l'immigration, puisque si je continue à découper ces flux, on va trouver que environ 60 000 d'entre eux, pour l'année 2019, correspondent tout simplement à des conjoints de Français. Eh oui, il se trouve qu'à l'époque de la mondialisation, un certain nombre de nos compatriotes, hommes et femmes, ont la curieuse idée de tomber amoureux ou amoureuses de citoyens et de citoyennes non européennes. Et puis, d'avoir cette idée saugrenue de vouloir les épouser. Et donc, ça représente 60 000 personnes. Mais si je vous dis ça, c'est que derrière, là encore, dans quel gouvernement démocratique un État va-t-il intervenir sur ces migrations régulières? Je parle bien de migrations régulières. Si je continue à tirer le fil, vous avez des migrations au titre du regroupement familial, ce qui, littéralement, du point de vue juridique, veut dire la possibilité pour un étranger de faire venir en situation régulière, de faire venir son conjoint et ses enfants. Bien, depuis 10 ans, le nombre annuel de personnes qui viennent au titre du regroupement familial, c'est entre 12 et 16 000 personnes, enfants compris, pour les étrangers. Et continuons à tirer le fil. Les migrations de travail, c'est-à-dire les entreprises qui veulent faire venir un certain nombre de personnes à titre économique, donc avec des contrats de travail, ça représente 30 000 personnes. Alors après, il y a d'autres particularités. Il se trouve qu'on comptabilise dans les flux annuels, chaque année, le nombre de personnes qui vont être reconnues comme réfugiés statutaires, c'est-à-dire des gens qui sont passés par la demande d'asile, qui ont vu leur demande d'asile admise par soit en première, soit en deuxième instance,
Et ça représente chaque année depuis en tout cas 2015, entre 35 et 40 000 personnes. Et puis, autre particularité, vous avez comptabilisé dans les flux annuels, en tout cas en France, les personnes qui résident parfois depuis très longtemps sur le territoire national, qui étaient en situation irrégulière et qui se font régulariser dans le cours de l'année. Et ça représente aux environs de 30 000 personnes. Et puis, voilà, vous avez ainsi, globalement, vos 274 000 personnes qui rentrent chaque année. Mais vous voyez bien qu'en termes de déconstruction, c'est pas du tout la même chose d'aller prendre les flux d'une manière globale pour en faire un instrument de menace ou évidemment aller déconstruire ces flux. Je voudrais évidemment à ce stade vous dire aussi la chose suivante, c'est que si en Europe la France est un vieux pays d'immigration, chacun a en tête évidemment les différentes phases d'immigration du siècle dernier, polonaise, italienne, etc., qui n'ont jamais été un long fleuve tranquille. Faisait pas bon à être italien, polonais, dans la France radicale des années 1910. C'était très compliqué. Mais si la France est un vieux pays d'immigration, je voudrais rappeler que le principal pays d'accueil en Europe depuis les années 50, après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne et de loin. Parce que l'Allemagne, on l'oublie souvent, a été contrainte après la Seconde Guerre mondiale à intégrer 12 millions de personnes déplacées. Les besoins de main-d'œuvre étaient tels qu'en 1964, l'Allemagne fête son millionième Gastarbeiter, travailleur invité, en général turc. On oublie facilement que l'Allemagne, dans les années 90, au moment de la chute du mur de Berlin, a été contrainte d'accueillir 3 millions de personnes qui venaient des anciennes républiques et qui venaient pour beaucoup aussi de l'Allemagne de l'Est. Donc quand en 2015 Angela Merkel dit wir schaffen das, nous pouvons le faire, en réalité ça répond dans la mémoire de nos amis allemands à une politique d'accueil très très ancrée, en tout cas depuis plus d'un demi-siècle. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'Allemagne a pu intégrer plus d'1 million de personnes depuis 2015. On y reviendra, ce n'est pas évidemment si simple. Et alors là, j'ai fait très rapidement, parce que je ne vais pas être exhaustif et que je crois que le format d'aujourd'hui nous permet d'avoir des échanges et non pas de faire de longs tunnels. Il y a à côté de cela la politique de l'asile. La politique de l'asile, évidemment, je viens d'esquisser un élément. Il faut avoir en tête que le nombre de conflits dans le monde ne fait que croître depuis 10 ans.
et que le nombre de réfugiés et de déplacés dans le monde, depuis 10 ans, a été multiplié par 2 pour atteindre l'année dernière près de 80 millions. Et le nombre de personnes qui arrivent en Europe est très faible par rapport à l'ampleur de cette crise. Il faut avoir en tête que, en règle générale, les gens, quand ils fuient une situation de conflit, de guerre, ils se réfugient en proximité, parce que ils ont toujours l'envie, évidemment, le désir de retourner dans le pays. Et quand vous prenez, par exemple, le conflit syrien, où sont les Syriens? Alors, je rappelle, 6 millions et plus de déplacés et de réfugiés. Où sont-ils? Ils sont au Liban, ce qui provoque d'ailleurs une situation très délicate. Ils sont en Turquie, plus de 3,5 millions de réfugiés en Turquie, et finalement, le nombre de personnes qui sont arrivées en Europe, alors il n'y avait pas que des Syriens, évidemment, en 2015, est relativement faible. Et 2015 est un événement exceptionnel. L'Allemagne a eu donc à assumer plus d'1 million de personnes qui arrivaient sur son territoire. Et nous, en comparaison, en France, nous sommes restés entre 80 et 140 000 personnes en 2019. C'est ça la réalité des flux. Et là encore, en termes de gestion de la crise, si on se compare avec l'Allemagne, la comparaison n'est pas à notre bénéfice. En Allemagne, nul n'est resté à la rue parce que vous avez un modèle d'hébergement qui est couplé à celui de la procédure, ou plus exactement, la procédure est couplée avec l'hébergement, ça va de soi. Vous avez une autorité globale qui répartit, alors selon un certain nombre de contraintes, évidemment, les personnes sur le territoire national, et avec un système d'indemnisation des landes et des communes, parce qu'il y a un principe de subsidiarité qui est pleinement appliqué chez nos voisins. Et nous, avec nos 80 à 140 000 personnes, mais on a vu se multiplier un peu partout sur le territoire national, dans toutes les grandes villes, un certain nombre de camps, de campements qui se disputent en indignité et en alimentation des idées xénophobes. Il n'y a pas de meilleur carburant que ces camps pour le Front national, pour alimenter le Front national. Donc voilà, brièvement poser quelques termes. Je rappelle que sur les 80 à 140 000 personnes suivant les années de demandeurs d'asile qui rentrent sur notre territoire, le taux de reconnaissance, c'est-à-dire d'accès à une protection internationale avec tous les avantages qui vont avec la possibilité de travailler, etc., est d'environ 36% sur le territoire national en France, et il est en moyenne de 50% sur le territoire européen. Ce qui d'ailleurs pose un certain nombre de questions très lourdes dans la différenciation des politiques d'asile qui ont lieu
dans les 27 pays de l'Union. Parce que c'est un peu une loterie. Si vous êtes afghan, vous avez des chances d'aboutir au statut qui vont de 1% en Bulgarie, à 50% en Allemagne, à 80% en France. Et donc, évidemment, vous avez un certain nombre de conséquences en termes de flux. C'est pas le seul, on y reviendra sur l'harmonisation des politiques d'asile et d'immigration. Mais derrière ce taux que je vous donne, évidemment, se dessine un autre problème, qui est un problème éminemment politique. Se dessine le problème des irréguliers. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous avez un taux de reconnaissance à 36 à 40%, ça veut dire que ça laisse 60% des gens sur le carreau. Ou alors, on peut se dire, mais oui, mais ces 60% là peuvent repartir. Oui, sauf que là, il y a une défaillance des politiques publiques. Et la France est assez... c'est un élément d'instrumentalisation et de langage pour tous les ministres de l'Intérieur, qui, en règle générale, vont rouler des biceps et vont expliquer que dorénavant, ce ne sera pas comme avant et que on va voir ce qu'on va voir et on va reconduire les gens. Bon, en gros, notre taux de reconduite, c'est 15%. Mais ces 15%, il faut que vous ayez quelque chose en tête, alors que en Allemagne, le taux de reconduite, nous dit-on, est de 50%. Pourquoi j'insiste là-dessus? Tout simplement parce qu'en France, on va produire à peu près 120 000 OQTF chaque année. Les OQTF, c'est les invitations à quitter le territoire. Hein, donc, on en produit 120 000 et on en exécute aux environs de 15 000, à peu près. L'Allemagne, elle, va produire aux alentours de 45 à 50 000 OQTF et elle va en reconduire 25 000. C'est une différence dans l'approche. Pourquoi? Parce que l'Allemagne a inventé un système de quasi-régularisation permanente à travers qui porte un nom, qui est les Duldung. C'est-à-dire, c'est un système de tolérance qui permet aux gens qui ne peuvent pas être reconduits dans leur pays d'origine pour différentes raisons, d'avoir un permis de séjour et qui va se décliner selon différentes modalités. Et au bout d'un moment, si on prouve sa volonté d'intégration, si on trouve un boulot, etc., on peut aller demander un permis de séjour pour rester durablement sur le territoire. Alors, je ne suis pas en train de vanter absolument le modèle allemand. Je dis simplement qu'il a quand même quelques vertus et, rassurez-vous aussi, quelques défauts sur lesquels on pourra revenir. Simplement, parce que ça fera peut-être aussi la transition avec d'autres partis, avec une autre partie. Les politiques d'asile et d'immigration, je vous rappelle, hein, le sommet de Tampere en 1999, il s'agissait d'harmoniser l'ensemble de ces politiques d'asile et d'immigration. Nous sommes en 2021 et la question est plus que jamais à l'ordre du jour et n'a pas beaucoup avancé parce que chacune de ces problématiques, qu'il s'agisse d'immigration ou d'asile, reste tout de même dans la perception des gouvernements comme
une question de souveraineté. Et donc, chacun a ses propres règles en la matière. Voilà, pour une première présentation, j'avais convenu avec Michel que on s'arrêtait sur chaque moment de façon à pouvoir débattre si ça vous convient et de manière à ce que ça soit Oui. interactif. Non, merci, merci Pierre. Bon, effectivement, enfin peut-être qu'on prendra la question à la fin. J'espère que les connexions sont bonnes parce que moi j'ai quelques instabilités. C'est parce que je vis à la campagne, c'est peut-être pour ça. Mais j'espère que ça marche. Ce qui est important maintenant, le bilan que vous avez fait est vraiment, vraiment passionnant. Mais ce qui est important maintenant, c'est les politiques d'insertion. Et j'ai bien compris que malgré des velléités au niveau européen, tout ça, ça reste en fait au niveau des États membres. Il y a des compétences très limitées de l'Union européenne en matière d'insertion. Alors il y a des succès, vous l'avez bien relevé, l'Allemagne. Il y a beaucoup de réticences dans d'autres pays. Hein. On pourrait penser à la Hongrie, etc. On peut penser aussi au fait aux personnes qui sont venues en France ou en Europe et qui ont quand même fait l'histoire. Hein. Marie Curie, Marc Chagall. Récemment, j'ai vu que pour les vaccins Pfizer et BioNTech, ce sont deux Turcs en fait, hein, Ugur Sahin et Özlem Türeci, qui ont réussi à nous aider dans ce domaine. Alors l'Europe a des compétences limitées, mais elle en a néanmoins, ce qui concerne les migrations légales, la réinstallation. Il y a une directive de carte bleue européenne pour les travailleurs hautement qualifiés. Pour les étudiants et chercheurs, je crois qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau européen, mais ça reste très, 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 très faible, ça reste au niveau national. Moi, j'aimerais relever le rôle très important des associations. Quand on voit l'exemple allemand, je crois que les associations étaient très, très actives en Allemagne pour aider à l'insertion des réfugiés qui venaient de ces conflits, etc. Donc, Pierre, vous avez une très grande expérience dans ce domaine de la réinsertion, donc on va vous entendre là-dessus et je suis sûr que ça va être passionnant. Oui. Alors, juste un mot encore sur le tableau migratoire, parce que je crois que c'est aussi important de l'avoir en tête, et parce que ça fait polémique, évidemment. Je rappelle que sur le territoire national, aujourd'hui, nous avons aux environs de 4 millions 400 000 étrangers. Sur ces 4 400 000 étrangers, nous avons un peu plus de 2 millions de personnes qui proviennent du continent africain et dont 1,2 million sont des Maghrébins qui viennent donc d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Alors c'est une immigration ancienne, longue, dont on connaît évidemment l'origine. Et puis vous avez vous avez des migrations qui viennent évidemment des autres continents, mais la question qui est posée aujourd'hui autour de cette problématique migratoire, c'est de dire on a des migrations qui sont de plus en plus, qui arrivent sur notre territoire et qui sont de plus en plus éloignées de notre modèle culturel et qui sont donc beaucoup plus difficiles à intégrer. Je vous ai dit 4 millions d'eux, je pourrais continuer les comparaisons avec l'Allemagne. L'Allemagne, c'est près de 11 millions d'étrangers sur le territoire allemand. Et ils ont très peu une population africaine relativement faible, 5 à 6%, mais ils ont une population asiatique, turque, considérée comme venant du continent asiatique, évidemment, qui est elle-même très importante et qui pose aussi un certain nombre de questions
notamment par rapport à la religion. Et donc, vous voyez que se mêle dans la question migratoire une question identitaire qui devrait se résoudre avec vigilance évidemment, mais avec le temps. Voilà, les moments que nous vivons en Europe sont des moments difficiles, crispés, mais il n'y a pas de raison pour que nous ne parvenions pas à relever ce défi de l'intégration. Alors, je rappelle qu'il y a une directive du Conseil qui prévoit des dispositions au niveau européen, notamment concernant le regroupement familial, qui va au-delà du respect de la vie privée et familiale. C'est prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et d'ailleurs, il y a un ancien rapport qui date de 2008 qui montrait que la mise en œuvre du regroupement familial n'était pas intégralement et correctement appliquée dans les États membres. Et du coup, il y a eu un certain nombre de communications comportant des orientations sur les modalités de son application. Parce que le droit de vivre en famille, c'est un droit qui s'applique évidemment à tout le monde, mais qui est difficilement mis en œuvre, avec des temps très importants. Je vous ai dit tout à l'heure, le regroupement familial, ça concerne sur le territoire national à peu près 12 à 16 000 personnes selon les années. Donc vous voyez que c'est un élément qui est très contrôlé. Pour les réfugiés qui obtiennent le statut, le temps de regroupement familial s'établit aux environs de 3 ans. Donc, ce sont des éléments qui compliquent singulièrement les politiques d'intégration. Alors, je précise également que l'Union européenne, dispose d'une compétence limitée en matière d'intégration. En 2011, la Commission a adopté l'agenda européen pour l'intégration des ressortissants des pays tiers. Bon, 2011. Et puis, en 2020, la Commission a présenté un plan d'action en faveur de l'intégration et de l'inclusion pour la période 2021-2027 et qui comprend un cadre d'action, des initiatives concrètes visant à aider les États membres, et puis et également pour aider à la participation des migrants. Le fonds, ça s'appelle notamment le FAMI, mais il n'y a pas que cela. Sur la période, c'est aux environs de 8 milliards. Ce qui, rapporté aux 27, est quand même relativement faible. Donc, vous avez des instruments de financement. Je vous ai dit, le FAMI, le FSE, dont l'utilisation d'ailleurs est assez complexe pour les opérateurs et qui souvent se détournent de cette source de financement tant la complexité du montage des dossiers et des contrôles est lourde. Alors, en matière d'intégration, là encore, je suis quand même obligé de revenir à ma comparaison avec nos amis allemands, parce que
Les Allemands, depuis 2015, ils investissent en matière pour l'accueil des réfugiés, des demandeurs d'asile. Chaque année, tenez-vous bien, 23 milliards d'euros. Alors bien sûr, la situation de l'Allemagne n'a strictement rien à voir avec la nôtre. Voilà, tout ça est vrai. Mais tout de même, euh, nous ne tenons pas le choc en matière de comparaison. Et quand je vois les débats enflammés qu'il y a chaque année au moment de la discussion de la loi de finances sur un budget qui, en matière d'intégration, alors en matière d'asile, on est aux alentours d'1,5 milliard, et qui, en matière d'intégration, est très faible. Et donc, les politiques d'intégration, c'est quoi? C'est l'apprentissage de la langue, c'est la formation professionnelle, c'est l'accès au logement, et si possible un logement comment un logement réparti sur le territoire. Et donc dans ce domaine, beaucoup de choses restent à faire. Alors nous souffrons probablement dans notre pays d'un excès de centralisation, d'une absence de travail avec les régions. Je pense que si on veut favoriser une intégration et qu'elle soit réussie, il faut d'abord une répartition nationale qui soit acceptée par tous, avec un vrai pilotage. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous ne savons pas faire. Nous nous perdons dans des discussions sans fin avec les élus pour savoir s'ils sont prêts à accueillir un certain nombre de personnes. Et donc, du coup, l'Île-de-France est devenue un véritable entonnoir. 50% des primo-arrivants arrivent sur l'Île-de-France. Et donc, qui a beaucoup de capacités, mais qui n'a pas les capacités, en tout cas, d'accueil. Et donc, à l'approche des élections régionales, il me semble qu'il y a un volet dans lequel nous pourrions intervenir pour une plus grande implication des régions, d'abord dans la détermination des besoins de la région sur un certain nombre de postes de, d'emploi, de formation professionnelle pour une meilleure répartition. Alors, en matière d'intégration, immédiatement, dans les polémiques actuelles, surgit la question de l'accès à l'emploi. Et donc, on va constater très rapidement que les étrangers sont beaucoup plus au chômage que les nationaux. Alors d'abord, je voudrais rappeler quelque chose que vous avez forcément en tête, c'est que l'assiette d'emploi n'est pas la même. Vous avez un certain nombre d'emplois réservés, parfois dans la plus grande hypocrisie, comme dans les hôpitaux, qui n'autorisent pas l'accès à la fonction publique pour les étrangers non communautaires. Et puis, vous avez une centaine de métiers qui sont toujours réservés et non accessibles. Puis, vous avez un autre élément. Il y a eu des études qui ont été faites par des instituts de recherche, qui ne sont pas tous islamo-gauchistes, qui ont montré que la discrimination était un élément parfaitement intégré dans notre pays et dans les processus de recrutement. À compétences égales, à âge égal, le fait d'avoir un nom qui n'est pas strictement
d'histoire nationale ancienne fait que on peut subir ces discriminations. Mais c'est un débat très important. Et moi, je plaide évidemment pour un dispositif qui soit piloté politiquement, qui répartisse en fonction aussi des besoins des territoires les personnes, comme je plaide pour un dispositif plus directif concernant, par exemple, les reconduites à la frontière. Mais je vois qu'il y a un certain nombre de questions là qui surgissent, je les vois apparaître. On peut peut-être y répondre. Michel. Michel, voudrais-tu réactiver ton Non, micro? voilà. Non, éventuellement, effectivement, parce que le dernier point que je crois qu'il faudra aborder, c'est quand même les politiques européennes. On aura un peu de temps, mais on peut effectivement peut-être prendre au moins une question à ce stade, parce que je vois que Jérémy pose une question. Il est inquiet sur les 23 milliards de la politique d'intégration en Allemagne. Et il souhaiterait avoir plus de détails. Oui, parce que 23 milliards, c'est important quand même. Il n'est pas inquiet. Non, voilà, Jérémy, si tu veux prendre la parole ou pas? Oui, simplement, oui, c'est vrai que 23 milliards, c'est énorme, n'est-ce pas? Alors, on peut se poser la question de la croissance suite on va dire, au geste d'Angela Merkel, à son revirement, je ne sais pas comment dire. Connaissant un petit peu l'Allemagne pour y avoir vécu et puis pour garder pas mal de contacts là-bas, avoir même été vécu dans un foyer avec 50% de personnes immigrées, dont des demandeurs d'asile. Je vois à peu près de quoi il s'agit, mais toutefois 23 milliards par rapport au budget de la défense français, c'est conséquent. Vous le mettiez en rapport avec le 1 milliard et quelques français. Pourrait-on avoir des détails sur les 23 milliards allemands? Parce que c'est une somme. Les 23. En fait, la comparaison avec l'Allemagne est souvent abusive. Les Allemands incluent des choses dans les budgets que nous excluons et inversement. Donc, vous avez raison. Ce 23 milliards peut pas être pris exactement comme cela, mais les 23 milliards, ça comporte l'aide aux Landes, aux différents Landes, aux différentes régions, plus de 9 milliards. Ça comporte le calcul de la construction de nouveaux centres d'accueil. Ça comporte le coût de l'éducation. Et donc, vous avez un budget extrêmement détaillé et confirmé par les autorités allemandes. Alors, là où vous avez raison d'appeler mon attention, c'est que quand je le compare au milliard et demi du budget de l'asile en France, c'est insuffisant. Je devrais prendre en compte d'autres éléments, mais de toute manière, nous sommes dans un rapport qui est de 1 à 3 en matière de politique d'intégration, intégration compris comme l'ensemble des éléments qui vont permettre aux gens de pouvoir vivre sur un territoire, donc qui vont de la prise en charge du primo-arrivant jusqu'à l'intégration, avec une approche extrêmement différente pour nos amis allemands. C'est assez incroyable d'ailleurs. En 2018, vous avez une étude de la Fondation Bertelsmann qui montre que dans un certain nombre d'emplois de secteurs, on manque de main-d'œuvre. Et en 2018, l'Agence fédérale pour l'emploi
dit nous avons 1 200 000 emplois qui sont non pourvus en Allemagne. Et du coup, cette fondation Bertelsmann, mais qui n'est pas démentie par les autorités allemandes, dit compte tenu de la démographie allemande, on a besoin d'environ 260 000 travailleurs immigrés par an pour combler le vide créé par le vieillissement. Dont, alors c'est très chiffré, 146 000 hors de pays de l'UE. Et c'est assez incroyable que les Allemands posent la question de cette façon en pleine crise politique et avec une montée des populismes. Donc vous avez raison et merci de m'avoir fait préciser. Les 23 milliards, ils existent bien. La comparaison ne se fait pas avec le milliard et demi, mais on est dans un rapport de 1 à 3. Merci. Oui. Merci Pierre. On va peut-être aborder maintenant tous ensemble le défi d'une politique européenne ou non en matière d'immigration. Moi, j'ai regardé par curiosité le site du Conseil. On est dans un système du Conseil européen, on est dans un système intergouvernemental, et on lit que l'Europe aurait une politique européenne efficace, humanitaire et sûre. C'est écrit en toutes lettres. Oui. Donc, une question. Après, il est dit également que le nombre d'arrivées irrégulières dans l'Union européenne a été réduit de plus de 90% depuis 2015. Il y a un travail qui est fait au niveau européen, qui est ce pacte sur les migrations et l'asile. On connaît déjà un peu le contenu, il n'est pas encore décidé, il y aura des discussions. Mais il y a certainement deux choses que j'aimerais que l'on aborde. Le régime d'asile commun. Il y a tout ce débat sur... c'est pas un débat, c'est malheureusement une réalité pour beaucoup de réfugiés qui se promènent d'un pays à l'autre. La course au droit d'asile, depuis de nombreuses années, c'est quand même un problème humain qui est assez grave. Et le deuxième point, c'est, je pense que nous, on est assez contents qu'il y ait une frontière européenne. Oui, il y a Frontex qui est là pour protéger les frontières européennes. Dans les 6 ans qui viennent, dans les perspectives budgétaires, Frontex sera doté de 22,7 milliards d'euros, 10 000 gardes frontières en 2027, avec un symbole qui est bien pour nous fédéralistes, bien sûr. Il y a un costume militaire, il y a un costume de garde civil européen maintenant qui existe. Avec un point sur Frontex, j'ai l'impression qu'on oublie, il y avait des éléments sur les droits de l'homme, etc., sur la protection des gens, ça a été un peu oublié. Donc il y a pas mal de possibilités de polémique. On n'est pas là pour faire de la polémique, on est là pour essayer de trouver des solutions. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on peut améliorer tout ce système au niveau européen, et que faire? Nous sommes tous européens là dans ce forum, mais en matière d'immigration et d'asile, il n'y a pas de politique commune. Et la crise de 2015 était d'abord une crise politique. Nous sommes en pleine défiance dans l'Union européenne, les uns vis-à-vis des autres. Est-ce que vous imaginez demain que la France, l'Allemagne, va par exemple reconnaître les décisions en matière d'asile de la Hongrie? Non, c'est pas possible. Ou alors c'est que il y aurait véritablement danger. Et donc vous avez une profonde division sur les questions migratoires au sein de l'Union. C'est pas nouveau, parce que quand on a créé Schengen, formidable Schengen, aucun d'entre nous va aller critiquer Schengen, cette liberté de circulation. On a inventé aussi un autre système, qui est un système asymétrique,
s'appelle le règlement de Dublin, en matière de migration et d'asile, qui fait porter sur les pays de première entrée toute la charge de l'accueil. Bon, et dès lors, alors, on a su, depuis le début, que ça ne marchait pas. Mais il n'y a pas eu beaucoup de résonance autour de ça, parce que les flux étaient à bas bruit. Et donc, c'était pas grave. Ça ne marchait pas, mais c'était pas grave. Et puis la crise de 2015, elle a démontré qu'il y avait là une faille énorme. On a laissé l'Italie, je crois que ça a été souligné tout à l'heure, on a laissé l'Italie face à elle-même pendant un large moment, la Grèce. Du coup, il s'est produit un certain nombre de fractures au sein de l'Union. Et nous n'avons pas de politique commune. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis partisan des coopérations renforcées en la matière. Pourquoi je suis partisan de cela? D'abord parce que, et ce que j'appelle des majorités de projets, il faut que l'Europe continue et il faut que l'Europe fonctionne avec des objectifs, des projets qui soient mobilisables, compréhensibles par tout le monde. Je rappelle quand même que 7 à 8 pays européens, en gros, les vieux pays de l'Union, accueillent 80% des flux. Et donc, si vous n'avez pas une initiative commune de ces pays-là, vous n'avancerez pas. Parce que, voilà. Alors, la Commission européenne a produit un travail considérable, plus de 1000 pages, sur le pacte asile-migration, là. C'est très touffu, pas toujours compréhensible, mais elle avait à relever un défi immense et qui n'est pas prêt d'aboutir. Parce que, comme d'habitude, que propose la Commission? Le plus simple, sur quoi les pays européens s'entendent-ils en matière d'immigration et d'asile? Sur les dispositifs coercitifs. Ça, c'est relativement simple. Donc, sur le retour, il y a des directives très claires sur le retour, sur la réadmission, et en pratiquant la pression sur les pays de transit ou sur les pays d'origine. Et avec une proposition qui est d'installer ce qu'on appelle des hotspots aux frontières de l'Europe. Et avec une proposition qui ressemble quand même à une usine à gaz, qui est de dire que les demandeurs d'asile qui se présenteront aux frontières, mais qui ont la nationalité, qui ont des nationalités qui n'obtiennent pas un taux de reconnaissance d'au moins 20% dans l'Union européenne, pourront être retenus pendant 12 semaines avant de voir une décision prise à leur endroit dans ces fameux hotspots. Autrement dit, cette proposition, ça revient, je le dis sans polémique, mais constitué, à multiplier par 10, par 20, à supposer que ça puisse se faire, des situations à la Moria, vous savez, ce camp en Grèce. Voilà. Et donc, c'est pas prêt d'aboutir. Et c'est tragique. J'étais en 2016 en Grèce, en février 2016. Il arrivait encore à ce moment-là près de 4000 personnes par jour en provenance de Turquie, puisque Erdogan avait ouvert le robinet. 4000 personnes par jour, voilà, et c'était l'effroi le plus total.
Et effectivement, quand vous étiez à Lesbos ou sur les frontières de l'Union européenne, vous disiez, mais elle est où l'Europe? Et donc, de ce point de vue, je ne peux que me féliciter de l'idée de garde-frontières, évidemment. Mais faut-il encore une politique commune? Donc, je disais également qu'il y a un problème de conception dans la politique d'immigration, d'asile, telle que le pacte européen le conçoit. Parce que, par exemple, vous savez qu'un des problèmes qui est posé à l'Union européenne et à chaque pays de l'Union européenne, c'est de pouvoir récupérer, faire récupérer par les pays d'origine les gens qui ont été déboutés de leurs différentes demandes. Évidemment, les pays d'origine sont pas complètement fans de reprendre sur leur territoire des bouches à nourrir. Et en règle générale, des bouches plutôt jeunes. Et donc, l'idée de la Commission européenne, c'est de dire, on va faire pression sur les pays d'origine. Si vous ne reprenez pas les déboutés, on va vous retirer les visas et on va supprimer ou réduire la politique d'aide au développement, qui n'a rien à voir avec cette politique migratoire, etc. Donc, nous sommes dans ce moment charnière où je rappelle, mais ça, vous connaissez ça par cœur, que la proposition de la Commission, évidemment, se discute avec le Parlement, et puis qu'à la fin, c'est quand même le Conseil, c'est-à-dire les États, qui prendront la décision. Donc, problème de défiance, problème de définition, problème d'action à 27, et donc les propositions de progrès, c'est sans doute dans une harmonisation des procédures d'asile, ce qui veut dire que nous reconnaissons ce qui est fait dans un autre pays. L'Allemagne est une grande démocratie. Aujourd'hui, on peut être débouté de sa demande d'asile en Allemagne et venir en France recommencer. C'est pas possible. Ça participe du désordre. Et donc, moi, je suis favorable à une agence européenne qui puisse harmoniser les demandes. Alors, après, le problème de l'harmonisation, c'est toujours le même, hein. Et on fait par le bas, par le haut, etc. Mais bon, ça se discute. En tout cas, il faut une harmonisation et des reconnaissances communes, avec des règles communes. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et il faut le faire à 7, à 8, parce que à 27, on n'y arrivera pas. Merci Pierre, je crois, Samir maintenant, on peut aborder les questions. Si vous avez des questions à poser à Pierre-Henri, c'est un grand avantage pour nous de l'avoir parmi nous ce soir, donc c'est l'occasion de questions. Alors Alexandre, oui. Ouais, merci Michel. Moi merci Pierre-Henri. Moi j'avais une question. Est-ce que vous seriez en faveur de l'idée qu'on proclame la libre circulation des citoyens du monde sur le territoire de l'Union européenne et un principe, un peu qu'on octroie en fait à tous les citoyens du monde en fait les mêmes droits de libre circulation qu'aux citoyens européens et les mêmes droits aussi à la non-discrimination. Merci de votre question. Derrière la question de la liberté de circulation, il y a toujours une autre question qui se dessine, qui est la liberté d'installation. Et la liberté d'installation, ça suppose le partage de la ressource disponible.
Et donc, en démocratie, au minimum, ça se débat. Et on voit bien que ça peut pas être sans limite, sauf à provoquer des tensions insupportables. Et donc, je vous réponds, je ne suis pas favorable à ça. Je ne suis pas favorable à une circulation, à une liberté de circulation de l'ensemble des personnes qui viendraient sur le territoire européen, parce que derrière, il y a des problèmes d'équilibre, de territoire, d'installation, et que voilà, il y a des équilibres à préserver. Ça se travaille sur le long terme, et je trouve cette idée généreuse, mais difficilement applicable dans la période actuelle. Mais vous m'avez demandé mon opinion, parce que là, c'est une opinion. Voilà. Je t'entends pas, je vous entends pas, Michel. Merci, monsieur. Oui. Une question. J'aimerais. Oui, voilà. Oui. Michel, je t'en prie. Juste pour rappeler que là, nous avons encore une quinzaine de minutes ensemble. Et que Françoise, si tu veux bien que il faut que j'aille activer. Oh là là. Françoise. Oui. Oui, bonjour. Non, ma question, c'était où en est le règlement de Dublin? Mais le règlement... Oui, pardon. Voilà, parce qu'il devait, en fin de compte, j'ai entendu dire que le règlement de Dublin devrait être supprimé. Est-ce que c'est le cas? Bon, on a toujours le problème du pays dans lequel arrive. Tu as parlé de la Grèce tout à l'heure, justement, de Moria, etc. C'est là qu'arrivent en premier les migrants. Bon, moi, je voudrais un petit peu savoir où ça en est actuellement. Merci Françoise. Le règlement Dublin, donc règlement asymétrique qui fait porter sur les pays de première entrée, enfin ceux qui ont la charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne, une charge démentielle. Et donc, je disais tout à l'heure que ce règlement, il avait été contourné depuis le début par les différents pays. Et pour ça, il y a une méthode bien simple. Par exemple, celle qu'a appliquée l'Espagne très très longtemps, c'était tout simplement de ne pas enregistrer les demandeurs d'asile, de manière à ce qu'ils poursuivent vers le nord. Moi, je me rappelle, dans les années 2000, il y avait les Pateras qui arrivaient depuis le Maroc, détroit de Gibraltar, vers Almeria, et en fait, c'était très simple. Les personnes, alors, les Pateras comportaient aussi bien des Marocains que des Africains subsahariens. Les Marocains couraient très vite pour échapper au contrôle de la police. Les Africains subsahariens attendaient l'arrivée de la police, qui leur délivrait un laissez-passer ou plus exactement une invitation à quitter le territoire sous 15 jours. Vers où voulez-vous qu'ils quittent le territoire, hein? Pas vers le sud, vers le nord. Donc, ces dysfonctionnements, on a vu, et derrière, il y a une machine administrative qui est quand même assez puissante pour produire des jeux à somme nulle. Autrement dit, par exemple, je reprends l'histoire de l'Allemagne. L'Allemagne nous a adressé en 2019 à peu près 1200 personnes au titre de Dublin. Et nous avons, adressé à l'Allemagne environ 1200 personnes. Voilà. Il aurait peut-être été plus simple que chacun des deux pays gère la situation en direct, parce que je vous rappelle que ce fameux règlement Dublin interdit
pendant près d'un an à 18 mois, le fait de pouvoir déposer une demande d'asile. Donc ça oblige quasiment les gens, c'est pas quasiment, ça les oblige à rester dans la clandestinité pendant 12 à 18 mois. La clandestinité, c'est la rue, et derrière, ça veut dire qu'on récupère des gens qui sont passés par la rue et qui sont complètement cassés. Le bénéfice me paraît quand même extrêmement limité. Et donc, il a été annoncé en grande pompe par la présidente de la commission que Dublin, c'était fini. Bon, il n'en est rien. En fait, qu'est-ce que il a été dit? Il a été dit que, et ça c'est relativement grave, que les pays qui ne voulaient pas accueillir pourraient ne pas accueillir. Mais par contre, qu'ils devraient financer les retours des personnes qui n'étaient pas accueillies. En fait, rien n'a changé. Dublin est toujours en vigueur. Voilà, le système qui est inventé par la commission et qui est de dire c'est fini Dublin, c'est une immense blague. Voilà, et les pays qui ne voudront pas participer à l'accueil, pourront le faire, mais cette fois on dit vous pourrez ne pas participer à l'accueil, mais vous devrez financer les politiques de retour. Donc voilà, nous sommes face à cet écueil là, et qui revient évidemment à reposer la question de qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont irrégulières dès lors que l'on considère, et moi je suis de cela, ce n'est pas parce qu'on a mis le pied sur le territoire européen qu'on a un droit inaliénable à y rester, à y demeurer. Si on rentre pas dans une des cases, désolé, mais on peut pas y rester. Voilà. Et donc, nous sommes toujours devant cette difficulté. Bien, merci Pierre-Henri pour cette réponse. Nous avons une dizaine de minutes encore ensemble. Il y a une question de Michael Boris. Oui, bonsoir de part d'un immigrant. Donc, j'ai une question en particulier sur cette idée d'avoir une agence en commun. Donc, est-ce que l'idée, c'est que les demandes des visas, les demandes des permis de séjour soient gérées directement par cette agence à niveau européen, par le même personnel, donc en pouvant appliquer vraiment de la même façon les politiques d'accueil, les politiques d'immigration, ou est-ce que c'est trop difficile d'envisager que les États laissent autant la place à une institution européenne sur ce sujet? Il faut bien comprendre en matière d'asile que nous avons de profondes divergences dans la manière de l'appliquer. Et ça se retrouve dans les différents taux de reconnaissance par nationalité. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les Afghans, évidemment, on peut, par exemple, les accuser de faire leur marché dans l'Union européenne. Mais ils sont aussi informés et ils savent bien que effectivement en Bulgarie, en Grèce, etc., les chances d'obtenir le statut sont quasi nulles. Et ils savent bien que en Allemagne, le taux est de 50% et le taux en France est d'environ 80%. Et donc, et ça, vous le reproduisez par un certain nombre de nationalités. Donc, il y a derrière cela sans doute des différences d'appréciation diplomatique sur les pays d'origine. Donc, ça renvoie aussi aux politiques étrangères.
Vous avez, par exemple, un principe en matière d'asile qui est l'établissement d'une liste de pays sûrs. C'est-à-dire qu'on considère que la situation des gens qui proviennent de ces pays sûrs ne pose pas vraiment problème et que du coup, on va gérer ça beaucoup plus rapidement. Eh ben, la liste des pays sûrs, elle n'est pas la même entre la France, l'Allemagne, l'Italie, hier la Grande-Bretagne. Et donc à partir de là, ça pose quand même un certain nombre de difficultés. Donc quand je parle d'une agence européenne, je parle d'abord, oui, d'un rapprochement des points de vue sur la situation des pays d'origine et de faire en sorte qu'il y ait une jurisprudence européenne. Alors, elle n'est pas simple. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le cas de l'Afghanistan, il y a un grand débat. L'Allemagne renvoie en Afghanistan. Et alors, ça pose un certain nombre de problèmes politiques à l'intérieur des Landes. Hein, il ne faut pas croire que ça passe comme une lettre à la poste. Mais enfin, l'Allemagne renvoie. Nous, on ne renvoie pas. Bon, parce que nous avons une appréciation de la situation sécuritaire. Moi, je partage plutôt cette position de l'Afghanistan qui dit que la violence est tellement généralisée que on ne peut pas prendre le risque d'un retour. Mais vous voyez, c'est sur ces éléments-là de reconnaissance mutuelle des décisions et de travail d'harmonisation qu'il faut aller. Donc je suis pour une agence oui européenne qui applique des normes, qui applique dans chaque pays des normes communes. Voilà. Ça sera un long travail. Hein. Il faut pas s'y tromper parce que chaque pays a sa jurisprudence. L'asile est un sujet de droit. Nous avons une jurisprudence abondante là-dessus. Bon, c'est un travail à réaliser. Mais je pense que c'est indispensable si on veut éviter un certain nombre de problèmes et de mouvements secondaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe, hein, mouvement secondaire. Parce que l'Allemagne, j'en ai dit beaucoup de bien depuis le début de la soirée, mais il est vrai que l'Allemagne a rejeté un certain nombre de personnes qui sont arrivées en 2015 et que ce sont les autres pays qui ont récupéré les gens qui n'ont pas été accueillis en Allemagne. Et ça continue. Une question d'Audrey Soria, je crois. Je vois que Françoise n'est pas totalement d'accord avec ce que je viens de dire. Françoise, je vais vous donner la parole juste après Madame Audrey Soria, si vous le permettez. Alors, Ouais. c'était moins une question qu'un exemple pratique de ce que l'Europe fait pour l'insertion et l'intégration des migrants. Alors, naturellement, ce ne sont que des exemples face aux problématiques générales. Ça ne peut pas tout faire. Mais il faut savoir que la question de l'intégration et de l'insertion des migrants devient désormais un axe prioritaire dans les financements européens et en particulier dans le programme Erasmus+. Et c'est ce que j'expliquais à Samir en chat. J'accompagne actuellement une ONG pour déposer un dossier en avril prochain dans le cadre d'Erasmus+, pour l'éducation des adultes. Et le projet est de créer des outils de formation pour développer la compétence des migrants qui sont installés en Europe. Alors, nous travaillons avec des structures italiennes et grecques parce qu'elles sont en porte d'entrée des migrants. Et nous allons aussi travailler avec une université
en Irak, dans le Kurdistan irakien, parce qu'il y a d'importants camps de migrants à côté. Et donc là, c'est un projet qui va avoir un budget autour de 300 000 euros. Ça va être une goutte d'eau par rapport aux besoins, mais c'est quand même quelque chose qui est concrètement fait. Et il faut aussi, je pense que réfléchir sur le plan d'Ursula von der Leyen, sur l'agence Frontex, c'est essentiel parce que ça permet effectivement d'avoir une politique européenne générale, mais il ne faut pas oublier tout ce qui se fait effectivement dans des petits, entre guillemets, petits projets qui sont éparpillés dans toute l'Union européenne et qui permettent d'aider concrètement et réellement des centaines de migrants en vue effectivement d'une meilleure insertion sur le sol de l'Union européenne. Et ce qui est important, c'est que ces projets permettent aussi aux citoyens européens que nous sommes de pouvoir travailler aussi à cette insertion et de réfléchir qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'intégrer et insérer des étrangers, effectivement, de franchir ce pont entre migrants, réfugiés ou réfugiés et citoyens européens. Voilà. Donc, ce n'était pas une question, c'était juste pour indiquer qu'il y avait aussi des choses très concrètes qui se faisaient à petite échelle, mais ces petites échelles se font sur l'ensemble des 27 États membres et ça finit par faire des projets quand même qui peuvent aussi participer réellement à cette intégration et à cette insertion. Parce que là, il s'agit d'insertion professionnelle dans l'éducation des adultes. Hein. On est vraiment sur comment aider à trouver des emplois, comment développer des compétences, comment travailler sur l'interculturalité, essentielle pour l'insertion. Voilà. Bravo et merci d'avoir parlé de ce très beau programme qu'est Erasmus. Juste pour finir, c'est un axe important, l'insertion des migrants dans l'axe éducation des adultes. Hein, c'est à peu près un dossier sur 3 qui traite du thème des migrants. Donc, ça ne pas négliger quand on réfléchit sur des actions concrètes sur l'intégration des migrants. Il n'y a pas que le famille, qui est un programme plus important et qui est ponctionné en priorité par les États ou par des plus grosses ONG. Une dernière question peut-être de Françoise Dielman. Non, c'est pas que j'étais pas d'accord. Si, je suis d'accord. Simplement, moi j'ai vécu 20 ans en Allemagne et et je me suis occupée de l'accueil des migrants, mais de ceux qui sont arrivés de l'ex-Union soviétique et de Bosnie juste après la chute du mur de Berlin. Mais c'est pas ça que je veux parler. Pour revenir à ce que tu disais par rapport au fait que l'Allemagne a ensuite renvoyé les migrants vers d'autres pays. Elle s'est quand même retrouvée assez seule, à l'accueil des migrants, en fin de compte, en 2015. Merkel, au congrès de la CDU, a dit, parce que le parti était justement contre l'accueil des migrants, elle a dit, je regrette, mais un chancelier allemand ne peut pas renvoyer des gens au plan humain quand on frappe à leur porte. Et le problème, c'est qu'après, il y a eu l'accueil des migrants, mais après, il n'y a pas eu de répartition qui s'est faite au plan européen. Enfin, on sait très bien que la France, sous le gouvernement Hollande, n'a pas joué le jeu et n'a pas été le seul pays comme ça. Donc, on s'est retrouvé quand même en Europe à l'époque avec l'Allemagne qui accueillait et puis les pays qui dépendaient de Dublin, c'est-à-dire la Grèce et puis l'Italie. Et il est clair qu'au bout d'un moment, l'Allemagne, elle a essayé de répartir par elle-même, en fin de compte, vers d'autres pays. C'est ça aussi qui s'est passé. Il y a eu aussi cette question-là, c'est-à-dire que ça a continué ensuite, et puis après, il y a eu quand même cette tentative aussi d'essayer de dire à d'autres pays, ce serait peut-être bien aussi que vous accueillez. C'est toute la question de la répartition, justement, des réfugiés et des migrants en Europe. C'est ça, la question se pose surtout là pour moi. Voilà. Sinon, je suis d'accord. Je partage. Bien. Une toute dernière question de Johannes sur Frontex. Oui, d'abord,
Bonjour. Bonjour. Françoise Delman. Oui. Donc, je pense de me souvenir que avant la crise de 2015, l'Allemagne a accepté des Allemands, des Russes d'origine allemande, et Aussi. ils avaient donc une prime de 50 000 euros pour s'y installer. Et donc, ceci peut expliquer aussi le 23 milliards. Je veux dire, il y avait un besoin urgent d'intégration, enfin, d'autres personnes. Ma question, c'était sur Frontex. Est-ce que, puisque Frontex est tellement augmenté actuellement, donc, et va l'être, est-ce que Frontex pouvait être cette agence européenne, entre guillemets, qui pouvait donner un statut, un pré-statut peut-être aux immigrants? Je ne pense pas. La surveillance des frontières, elle est évidemment indispensable dans le monde où nous vivons. Il faudrait être d'une extrême naïveté pour ne pas souhaiter que l'Europe soit incarnée aux frontières. Et moi, je n'oppose jamais la protection de nos compatriotes, des Européens, à la protection nécessaire des personnes qui fuient les situations de guerre. Simplement, je pense que c'est deux métiers différents et que Frontex peut pas être à la fois l'agence qui surveille les frontières, qui est chargée de lutter contre y compris des éléments terroristes, d'infiltration, etc. Et puis celle qui accueille. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, il y a déjà quelques années, j'ai fait la proposition d'avoir à côté de Frontex une agence qui s'appelle Protect, de protection, avec des agents qui relèvent beaucoup plus d'un type d'OFPRA européen, OFPRA, Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qu'il faudrait décliner au niveau européen. Donc je ne pense pas que Frontex puisse être cette agence. Elle a un rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer en se soumettant à l'état de droit qui est celui de l'Union européenne, ce que manifestement elle n'a pas totalement fait ces temps derniers. Si je suis bien l'actualité, en repoussant un certain nombre de gens qui venaient demander asile à l'Europe. Donc chacun sa fonction. Je pense qu'elle a un rôle à jouer, indispensable, mais que c'est pas celui de la protection des réfugiés et des demandeurs d'asile qui arrivent sur dans l'Union européenne, sur le territoire de l'Union. Voilà, mes amis. Oui. Je crois que nous sommes arrivés au terme non pas du débat, parce que... Non, mais exactement. Merci Pierre, parce que c'est un débat qui n'est pas presque sans fin, effectivement. On aurait pu dépasser plus de temps, mais c'était vraiment très intéressant et utile. Un grand merci. Tout ceci, c'est révélateur de nos défis, hein, et malheureusement, ce sont des sujets qui sont également politisés, on le sait. Moi, je retiens cette idée d'une agence européenne de l'asile, de coordination, etc. Protex, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Oui, je retiens cette idée, mais enfin là, je sais que c'est toujours difficile, même s'il y a eu quelques exemples marginaux de coopération renforcée, parce que nous sommes effectivement tellement divisés sur ce sujet entre les pays européens. Alors, un grand merci. Moi, je voudrais signaler aux participants qu'on va continuer, bien sûr, ces rendez-vous fédéralistes de l'UF Sud. Le prochain, ça sera le 15 avril. Nous aurons le plaisir d'avoir comme intervenant Olivier Védrine. Olivier Védrine, qui habite à Kiev et qui s'intéresse, qui est professeur, journaliste, qui est le neveu en fait d'un autre Védrine que vous avez entendu parler, que vous connaissez. Et il nous parlera bien sûr, parce qu'il s'occupe beaucoup de ça, de la Russie, des relations entre l'Europe
et la Russie, qu'est-ce que l'on peut faire. Donc ça va être aussi un débat très intéressant. Donc un grand merci Pierre. Et merci à tous et à toutes. Et à bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Oui, merci. Merci, merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Non, attends, on va attendre avec les gens. Il est parti. Ça. Qui est-ce qui reste? Non, Alexandre Marin. Voilà. Il en reste 7. Il en reste 7. De toute façon, on va se voir, oui, Samir, Axel, on se voit là, Enzo, je ne le vois pas, mais il est là. On se verra lundi soir. On peut mettre à l'ordre du jour, enfin comme d'habitude, hein, un point sur le débriefing, sur ce qui s'est passé. Je pense que c'était intéressant quand même comme débat. Oui. Très. Oui. Sujet que je ne maîtrisais pas du tout en plus, donc vraiment intéressant. Oui. Mais il a travaillé dans ce domaine depuis presque 30 ans. Donc... J'ai vu ça, oui. Oui. Voilà, bon. Allez, bonne soirée parce qu'il est tard. Tout le monde. Oui. Allez, au revoir. Merci à tous. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.